Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir Bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans cette deuxième saison, je vais continuer à passer à la poêle des chefs au masculin et au féminin, des gros stocks, des plus petites, des cuisiniers d'ailleurs et quelques entrepreneurs de la restauration qui marquent notre époque. Dans cet épisode, je suis ravie de recevoir Ekaterina, dite Cathy, Paraskive. En tout cas, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est qu'il faut le faire avec beaucoup d'honnêteté. Si tu fais pas les choses avec de l'honnêteté, ça va devenir très compliqué parce que ça va se voir. Donc il faut avoir une vraie storytelling et il faut avoir envie de raconter une histoire aux gens. En fait, il faut avoir envie de les prendre quelque part. Ouais, c'est comme un film. C'est quand tu vas au cinéma, t'as des bons films et t'as des mauvais films. Et les bons films, c'est ceux en général où il y a une vraie envie de partager quelque chose et c'est ça, à mon avis, la première clé. Pourquoi Cathy ? Parce que la démarche aussi personnelle qu'entrepreneuriale qui l'a menée à ouvrir un coffee shop, Ibrick, puis le restaurant Ibrick Kitchen, force l'admiration. J'adore les cafés, que je fréquente assidûment pour travailler, faire des rendez-vous ou réfléchir. Ce sont des lieux qui me nourrissent où l'énergie créative y circule, il faut croire, mieux qu'ailleurs. Et la première fois que j'ai mis les pieds chez Ibrick, j'ai tout de suite aimé le lieu, petite bulle de douceur et cette histoire différente qui s'y racontait. L'histoire de Cathy, liée à ses origines roumaines. Avec Cathy, nous avons parlé d'hospitalité, de bonne aventure, de petits sarmas et d'identité. Bonne écoute. Bonjour Cathy. Salut Julie. Alors nous sommes dans ton deuxième établissement qui a ouvert il y a quelques jours dans le Sentier. C'est ça. Bienvenue d'ailleurs. Merci. Donc c'est un vrai restaurant en comparaison à ton premier Ibrick, qui est un coffee shop situé rue Lafitte dans le 9e arrondissement. Est-ce que ce nouvel établissement qui propose une cuisine des Balkans, réconfortante le midi et un petit peu plus sophistiquée le soir, est l'aboutissement d'une longue histoire, de ton histoire ? Mais écoute, oui, hein, c'est évident. En fait, Ibrick, le petit coffee shop, je l'ai ouvert parce que dans certaines conditions, je quittais mon ancien travail, j'avais besoin d'un établissement qui était petit et où je voulais servir du café parce que c'était quand même ma première passion. Et puis, effectivement, lorsque Ibrick a bien pris et que j'ai pu tester le concept, je me suis dit, allez, maintenant, on grandit et on voit les choses un petit peu plus grandes et on peut accueillir un peu plus de monde et avec une vraie cuisine. Tu es née en Roumanie. À quel métier tu rêvais quand tu étais petite ? Je suis née en Roumanie, j'y ai vécu 6 ans et demi à l'époque du communisme, voilà, avec Ceausescu. Et c'est vrai que jusqu'à mon arrivée en France, je vivais une vie d'enfant, tu vois, un peu naïve. Les premiers souvenirs que j'ai d'un métier que je voulais faire, c'est plus vers 8 ans, parce que j'étais déjà en France, je regardais une émission à la télévision avec des avocats, des reconstitutions d'affaires avec des avocats, des juges, voilà, et puis j'ai dit à mes parents, moi j'ai envie d'être avocate en fait, voilà, et donc du coup ça s'est réalisé, voilà, je pense que c'était aussi une question peut-être de sentiment de justice, parce que tu sais, quand tu as vécu la dictature, tu arrives en France, je pense qu'inconsciemment, tu as cette notion-là de justice, d'injustice, voilà, même si c'est pas très conscient et c'est pas très réfléchi. Mais du coup, je me suis tournée vers le métier de la justice. T'avais jamais pensé à la restauration ? C'était un rêve, c'était aussi un rêve, mais non conscient en fait, non formulé, parce que quand t'as des parents, tu sais, qui sont des intellos, mon père est artiste plasticien et ma mère est journaliste. Depuis que t'es toute petite, on te dit que le seul moyen de t'en sortir dans la vie, c'est de faire des études, et des études très longues. Donc du coup, t'oses même pas en fait rêver de faire de la restauration, parce que on t'apprend très vite que c'est un métier, peut-être, en tout cas à l'époque, qui était un sous-métier, tu vois. Donc forcément, c'était un rêve, mais qui n'était pas forcément matérialisé, tu vois. Enfoui. Enfoui, oui, tout à fait, c'est le terme. C'était enfoui, et puis moi j'aimais beaucoup jouer à la marchande, tu vois, donc rendre la monnaie, puis vendre des trucs, comme beaucoup de petites filles au final. Mais c'est un rêve, voilà. C'était, je veux pas dire que c'était un rêve, mais en tout cas c'était quelque chose qui me plaisait déjà beaucoup.
Et comment t'as eu la révélation? Enfin, comment ce rêve est ressurgi, est ressurgi à toi? Alors, c'est quand j'ai eu ma fille. Ma fille aujourd'hui a 5 ans, mais elle était, quand j'ai ouvert le coffee shop, elle avait 3 ans à l'époque. Et puis un jour, elle me dit, mais tu sais, maman, je voudrais bien être une fleur, en fait. Tu vois, et c'est son rêve de petite fille de 3 ans, tu vois, et ça m'a beaucoup émue, en fait. Et je me suis dit, bon, alors d'abord, tu sais, dans ton côté maman, tu dis, mais Esté, tu peux pas être une fleur, c'est pas possible, en fait. C'est pas, ça, c'est, tu vois, c'est impossible. Et donc tu lui dis, mais tu peux devenir fleuriste, tu vois, faire un vrai métier qui est celui de fleuriste. Mais en fait, je me suis dit, mais non, en fait, les gamins, ils ont des rêves fous. Et j'ai commencé à me poser des questions il y a un petit moment déjà sur le métier que je réalisais à l'époque, qui était celui de fiscaliste, tu vois, et qui m'ennuyait un peu, il faut dire ce qui est. Et en la voyant pleine de rêves, je me suis dit mais moi j'ai envie de faire quoi en fait de ma vie? Est-ce que ce que je suis en train de faire là me convient? Et la réponse était non. Et du coup les souvenirs d'enfance sont revenus. Tu parlais de souvenirs d'enfance parce qu'en Roumanie, tu as redécouvert en fait le café comme on le préparait quand tu étais petite en Roumanie. Donc dans un énorme engin, l'Ovoli. Il est cuit dans des petites casseroles donc qu'on appelle ibriques. C'est ça. Comment, enfin, tu t'en souvenais? Tu l'as redécouvert adulte? Comment ça s'est passé? Oui, comment c'est revenu? Oui. En fait, c'est vrai que en Roumanie, nous, la façon la plus traditionnelle de cuire un café, alors c'est peut-être pas à l'Ovoli, on va dire ce qui est, tu vois, dans les familles roumaines, on a le gaz et effectivement on a tous des ibriques à la maison. Même moi, mes parents, ils en ont encore. Voilà, c'est un petit pot dans lequel tu mets du café, un café qui est moulu extrêmement fin. Tu mets de l'eau et tu le fais bouillir, hein, tout simplement. Ça m'a toujours passionné les boissons d'hospitalité, comme ça qu'on les appelle, parce que ce sont des boissons que tu vas servir quand tu veux recevoir des gens à la maison et que tu veux sortir un peu le grand jeu, tu vois. Alors pourquoi on dit le grand jeu? Parce qu'à l'époque de Ceausescu, le café, c'était une denrée rare. 1 kilo de café à l'époque, ça coûtait le prix d'un SMIC, enfin d'un salaire en fait. Tu vois, donc tu peux imaginer la joie que c'était quand tu recevais des gens et que tu pouvais sortir un petit peu de café et le faire bouillir et rebouillir pour en extraire la substance, tu vois. C'était complètement fou. Enfin, c'était, tu vois, c'est comme la fête. Exactement, c'était comme les repas dominicaux à l'époque. Enfin, je fais un parallèle, je l'ai pas vécu, mais j'imagine, tu vois, les temps de guerre, quand il y avait un repas dominical avec l'ensemble de la famille et tu sortais le grand jeu où tu avais un morceau de viande. C'était un peu comme ça, en fait, à l'époque. Donc, moi, j'ai des souvenirs de l'ibrique et du café, en fait, qui sont extrêmement forts. Parce que c'est le moment où tout le monde s'asseyait à table avec les amis, la famille, et tout le monde mangeait, et à la fin du repas on avait le café, et là en gros c'était une façon d'impressionner un peu tout le monde et surtout de dire merci à tout le monde. Et il y avait des odeurs de café qui étaient exceptionnelles en fait, parce que tu le sentais pas souvent. Et quand tu fais bouillir du café à la casserole, donc à l'ibrique, c'est vrai que tu as des odeurs de café qui imbibent toute la maison. Et donc pour un enfant, c'est signe de fête. Exactement. Et cet ibrique-là, m'a toujours poursuivi. C'est peut-être l'un des seuls héritages que j'ai de ma culture ici en France, parce que mes parents continuaient à faire des ibriques à la maison. Ma grand-mère aussi, parce que ça, c'est quelque chose que je tiens d'elle. Et donc, j'ai ce souvenir-là est ressorti. En fait, il m'a jamais quitté, mais je me suis dit, tiens, le coffee shop, le café ibrique, tout a du sens au final. Comment, entre ton rêve de faire de la restauration et comment t'as lié tout ça? Comment tu t'es dit que t'allais ouvrir ton coffee shop? En fait, tu sais, quand t'es fille d'immigré, il y a une chose qui est, enfant d'immigré. En fait, quand t'es une immigrée, en fait, faut dire ce qui est. À un moment donné, je pense, dans ta vie, c'est pas de la souffrance du tout, mais je le vois pas du tout comme ça. Mais je pense qu'il faut à un moment donné aller creuser dans tes origines. Et moi, j'ai toujours eu des souvenirs très forts avec ma grand-mère et j'ai toujours eu besoin d'aller chercher dans mes origines. D'ailleurs, j'ai vécu une année en Roumanie quand j'avais 26 ans pour retrouver mes origines. J'ai vécu aussi une petite année en Grèce pour retrouver d'autres origines, voilà. Et j'ai toujours été en quête, de mon identité parce que t'es un peu roumaine, t'es un peu grecque, t'es beaucoup française. Et cette quête d'identité, elle s'est faite à travers ce coffee shop avant tout.
Donc ça a été finalement la première réponse que j'ai apportée à ce besoin de me redécouvrir. Et le coffee shop, pourquoi ? Parce que, encore une fois, comme je te disais, le café, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué et qui est profondément enfoui dans mes souvenirs. Et bien entendu, il y a la deuxième partie de l'histoire où je découvre le café de spécialité il y a quelques années. Et là, je me dis, mais miracle, quoi. J'avais jamais bu de vrai café avant dans ma vie. Il n'y a pas d'amertume. Tu sais, le petit côté brûlé, caoutchouteux du café. Là, il n'y en a pas. Donc, et puis, je l'ai mis dans un hybride une fois à la maison. Et là, je me suis dit, mais en fait, attends... c'est magique en fait. Ouais, c'est magique et c'est ça que je veux faire en fait. Et c'est ça que je veux faire. C'est la combinaison entre les deux, entre ce bon café de spécialité et l'hybrique qui t'a donné l'idée. C'est ça, c'est exactement ça. Et là où je me suis dit, mais en fait, oui, pourquoi pas en fait. Et alors, ce qui fait quand même peur, c'est que tu dis comment la société française va recevoir cette espèce d'ovni du café. Et en fait, les gens sont super curieux, quoi. Et ça fait super plaisir aussi parce que quelque part, t'as envie de leur raconter une histoire et ils ont envie de l'écouter. Et là, la magie, en fait, se crée, tout simplement. On parlait d'hospitalité tout à l'heure. C'est la réunion, je disais la réunion des deux, mais même la réunion des trois, parce que tu avais aussi envie d'avoir un lieu d'hospitalité où recevoir chez toi les clients. Oui, tout à fait. En fait, dans ma culture, c'est super important de recevoir des gens. Et on aime recevoir des gens à la maison. On aime faire partager. On aime mettre les grands plats dans les petits et faire en sorte que tout le monde se sente bien. La chaleur humaine, chez nous, n'existe qu'à travers la table, en fait. Il n'y a pas de chaleur humaine quand on sort de table. On est des très bons buveurs, on est des très bons mangeurs, on adore manger, on adore discuter des heures et des heures, d'ailleurs peut-être même trop, en fait. Mais c'est l'hospitalité, c'est ce que j'ai vu chez mes parents et ce que j'ai vu chez ma grand-mère et en général dans les familles roumaines, les familles roumaines, ça se passe comme ça. Il faut tout faire pour que ton convive se sente bien et comme chez lui en fait. Donc oui, l'hospitalité c'était fondamental. Quelle place occupe le repas dans la culture roumaine ? Ben justement, j'ai envie de dire c'est le moment sacré. Donc, étant donné que on est un peuple qui a beaucoup souffert, voilà, hein, c'est comme ça. Les seuls moments de joie, c'est les moments que tu passes avec tes amis autour d'une table. La table pour moi c'est plus que de la nourriture, c'est un moment de partage, c'est un moment d'échange et c'est un moment aussi d'apprentissage et de transmission. Donc effectivement la table pour nous c'est fondamental et tous ces moments-là sont des moments qui te font grandir, donc c'est plus encore que de la nourriture. Est-ce que c'est le lieu aussi où on annonce les bonnes ou les mauvaises nouvelles, comme en France ? Alors, les mauvaises, non. Les très bonnes nouvelles, oui, c'est en général à ce moment-là qu'on peut les annoncer, les mariages, les baptêmes. Et d'ailleurs, je peux peut-être le glisser maintenant. Les mariages en Roumanie, c'est 1000 personnes, hein, parfois. Hein. Oui. Tu vois, c'est un moment. Et encore une fois, il y a de la nourriture en abondance, des boissons, toutes les boissons. Enfin, ce sont de très grands mariages parce qu'encore une fois, il faut offrir l'hospitalité à tout le monde. Et on dit qu'un mariage réussi passe par le nombre d'invités et par les bouches que tu peux nourrir, tu vois. Donc, c'est vraiment des moments extrêmement forts. Est-ce que tu peux nous raconter un souvenir d'un moment joyeux à table ? Il y a un souvenir qui est assez présent et auquel je pense souvent, c'est le jour de mon anniversaire. J'étais petite et effectivement, comme tous les anniversaires, il y avait la bande de copains à la maison, mes parents, on avait une grande table comme celle qui se trouve au resto. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai cette grande table d'hôtes. Tout le monde était assis et puis ma mère pose mon gâteau d'anniversaire au centre de la table et puis il prenait le café et puis moi j'étais sous la table et en fait j'étais en train de manger des morceaux de mon gâteau en cachette sous la table et quand tout le monde s'est retourné il y avait quasiment plus de gâteau parce que j'avais tout mangé, tu vois. Donc ça c'est un souvenir qui était très agréable, tu sais, de manger en cachette. Donc c'est un très très bon souvenir. Ça c'est vraiment un très très bon souvenir. Déjà gourmande. Très gourmande. Comment t'as su que c'était le bon projet quand t'as imaginé Ibrick ? On sait jamais si c'est le bon projet en fait.
C'est toujours la même histoire. On ne sait pas comment les gens vont accueillir un projet qui est finalement très personnel et qui vise quelque part à te soigner aussi. Enfin, c'est un petit médicament finalement. Donc on ne sait jamais si c'est vraiment le bon projet. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'au bout d'un moment dans la vie, quand on a envie vraiment de changer de vie, on se dit allez, je mets carte sur table et puis on verra bien si les gens l'accueillent bien. Et comment tu as su que c'était le projet que tu avais envie de mener à bien ? Parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative en fait. C'est que tu finis ta carrière, tu décides de tout plaquer pour ça. Donc tu te dis, en fait, j'ai pas d'autre solution que de faire ce que j'ai envie. Et puis, advienne que pourra. Si ça marche pas, tant pis, je l'aurais déjà fait, j'aurais mené à bien quelque chose qui me tient à cœur. Tu vois, une carrière professionnelle, ça te prend pas les tripes. Alors que un projet comme celui-ci, ça te prend les tripes et tu n'as pas d'autre choix qu'être courageux au final. Est-ce que ta grand-mère l'avait lu dans le Mar de Café ? Je te remercie de poser la question. Elle lisait la bonne aventure. Exactement. Alors, écoute. Entre nous, c'est vrai que quand j'étais jeune, je pensais qu'elle savait le faire. Bien sûr, c'est, un fantasme. Donc aujourd'hui, je suis pas très sûre en fait qu'elle lisait dans le Mar de Café. Je pense plus qu'elle lisait dans mon cœur, tu vois. Et que en tant qu'enfant ou alors jeune adulte, j'avais envie d'y croire. Et c'est aussi ça, je pense, qui a fait toute la magie de l'Ibrick dans ma vie. Et est-ce qu'elle l'a lu ? Elle m'a dit que je ferais un long voyage. Ça, ouais. Donc ça, c'est le peut-être début. mon long voyage, exactement. Par quel bout t'as commencé quand t'as commencé le projet ? En fait, quand on se lance dans un tel projet, la première chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'il y a quand même des enjeux économiques derrière et qu'on a une famille. Donc il faut pas faire n'importe quoi. Les métiers de la restauration sont des métiers qui font fantasmer beaucoup de gens aujourd'hui. Donc du coup, il faut être sérieux. Ça, c'est la partie la moins drôle. Hein. Donc, le sérieux, c'est quoi ? C'est de s'entourer des bonnes personnes. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire banquier, expert comptable, voire même société de conseil dans la restauration, des designers, des architectes, beaucoup de corps de métiers différents. Et il faut se rendre compte que chacun son métier. Donc moi, c'est mon métier, c'est pas, contrairement à ce qu'on peut penser, c'était pas les chiffres. Voilà, tu vois. Donc j'ai fait appel à un très bon expert comptable. De la même façon, j'ai fait appel à un très bon banquier aussi. Ça t'a aidé ton ancien métier quand même ? Ça m'aide beaucoup. Pourquoi ? Parce que faire des études, alors c'est pas forcément mon ancien métier, mais c'est plus faire des études. Pourquoi ça m'a aidé ? Parce que ça m'a appris à apprendre en fait. Quand je dis apprendre à apprendre, ça veut dire avoir une logique, une organisation dans son travail. Et quand tu es chef d'entreprise, ça n'a même pas de lien avec la restauration. C'est quand tu es chef d'entreprise, il faut être multicasquette. Et il faut comprendre que d'une minute à l'autre, tu es amené à changer de casquette. Donc pendant 10 minutes, tu vas être RH, ensuite tu vas être secrétaire de toi-même, ensuite tu vas être plombier parce que j'ai même fait de la plomberie. Mais c'est dingue, hein, mais c'est vrai. Tu vas servir un café. Tu vas servir un café. Ensuite, il va falloir rentrer chez toi, t'occuper de tes enfants. Donc casquette maman aussi, qu'il faut pas négliger quand même parce que c'est super important. Donc en fait, t'es amené à avoir on va dire 15 rôles par jour différents. Donc, il faut être prêt à ça et il faut savoir changer, j'ai envie de dire, de cap immédiatement, en fait. Voilà. Et est-ce que ça t'a aidé dans le sens où, en fait, je trouve que quand on vient chez Ibrick, on sent que t'as rien laissé au hasard, que t'as vraiment, même si c'est un coffee shop et que ça pourrait être simple, enfin, que ça paraît simple, on voit que c'est hyper pro derrière et que tout a été, réfléchi, pensé, ouais. Calculé dans le bon sens. Déjà, merci de l'avoir remarqué parce que tout le monde ne le remarque pas. Donc, je te remercie beaucoup de l'avoir remarqué. C'est vrai que il y a beaucoup de détails et comme je te disais tout à l'heure, en fait, c'est pas parce que c'est de la restauration qu'il faut pas le faire sérieusement. Bien au contraire, je considère qu'il faut le faire encore plus sérieusement que dans d'autres métiers.
Et rien n'est laissé au hasard parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a plein de corps de métiers différents qui interviennent quand tu montes un resto ou quand tu montes un coffee shop. Enfin, peu importe finalement, mais t'as plein de corps de métiers et il faut penser à tout. Et ensuite, il faut être, j'ai envie de dire, un peu un chef de chantier, tu vois. Donc, coordonner tous ces différents métiers pour arriver à un beau résultat. Moi, le métier dont je me suis occupée là-dedans, ça a été beaucoup la décoration, la recherche de la vaisselle, la recherche de la bonne fourchette avec le bon couteau, avec la bonne assiette. Parce que si tu veux créer un univers, t'es obligé en fait de faire attention à tous ces petits détails. Et puis il y a aussi une autre chose, c'est que t'as envie de faire plaisir aux gens. Et ça, je pense que c'est le cœur de la démarche et que on le dit peut-être pas assez. Il faut pas faire ça pour toi, il faut faire ça pour les autres. Et si t'es pas animé par l'envie de faire du bien aux autres, faut peut-être pas le faire en fait. Et quand t'as commencé, t'imaginais déjà avoir 2 établissements ou c'était vraiment le coffee shop au début? Moi, je pensais vraiment m'arrêter au coffee shop parce que je pensais que ça allait me donner beaucoup trop de travail finalement pour arriver à avoir un deuxième établissement. Donc le deuxième établissement, c'était plus de l'ordre, je dirais, du fantasme. C'était pas un rêve, c'était un fantasme. Ah ouais. Voilà, c'était très loin. Même si au fond de moi, je peux peut-être le dire, mais c'est vrai que le coffee shop, j'ai pas poussé le concept. J'avais pas encore la confiance en moi pour pousser le concept à fond, c'est-à-dire faire vraiment les balcons en fait. Donc je l'ai fait, mais sans vraiment exprimer la chose complètement parce que, encore une fois, comme je te disais, moi j'essaye de chercher aussi mon identité à travers tout ça et peut-être que j'étais encore pas assez sûre de mon identité pour créer By Brick Kitchen. Tu disais que t'étais pas assez sûre de ton identité, mais ton identité aussi, elle est... Enfin, le premier Ibrick correspond aussi à ton mélange d'identité orientale, occidentale, ton entre-deux. C'est vrai que ça y correspond. Pour les gens qui ont envie de voir, en fait, ils peuvent voir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais que c'est un petit peu abstrait ce que je suis en train de raconter, mais c'est vrai que si tu te plonges dans les détails d'Ibrick, tu le remarques facilement. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup communiqué là-dessus, en fait. C'est vrai que j'ai communiqué sur le côté oriental, mais pas sur les Balkans. Est-ce que tu te souviens du premier jour d'Ibrick Coffee Shop, enfin café, d'Ibrick Café? Ouais, je m'en souviens très bien. Je m'en souviens comme si c'était hier en fait. Et on a ouvert la porte et on s'est dit bon voilà, c'est fait. Donc en fait, si tu veux, moi pour ma part, j'ai senti un énorme vide en fait parce que tu as une concentration qui est quand même très soutenue pendant des mois. Pour avoir l'emprunt, pour aller ensuite chercher toute la décoration, pour maîtriser le chantier. Donc, tu as un énorme stress au jour le jour. Et en fait, on te dit, tiens, ça y est, c'est fini maintenant. Voilà, il faut que tu ouvres. Et là, tu dis, mince, quoi, ça y est. On y est, c'est la concrétisation. Donc, maintenant, faut y aller, quoi. Et du coup, c'est vrai que je me suis sentie... j'ai senti un moment de vide autour de moi. Tu vois, quand tous ces corps de métier s'en vont, parce que tu as les menuisiers, tu as Coutume qui vient installer sa machine à café, t'as, je sais pas, on finit le sol, on dépose plein de cartons devant chez toi, et puis du jour au lendemain, il n'y a plus personne, et puis on te donne les clés, puis tu ouvres, et puis t'attends que les gens viennent. Et puis en fait, le premier jour, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent, en fait, tu vois, et tu te dis... ah ouais, quand même, et puis donc, du coup, t'as un moment de vide, comme ça. Et t'attends que les gens remplissent ce vide. Et en fait, c'est venu quand même assez vite. Et c'est venu, ouais. J'ai eu cette chance-là, d'avoir des gens formidables, qui tout de suite sont venus et tout de suite m'ont dit, mais c'est super ce que vous avez fait et on reviendra. Et en fait, c'est devenu la maison de beaucoup de gens, en fait. Donc ça a été vraiment cool. T'as beaucoup de gens qui viennent te voir et qui te sollicitent pour ton parcours d'entrepreneuse, qui te demandent des conseils. C'est quoi tes conseils pour se lancer ? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, en fait. Il y a beaucoup de femmes qui viennent, qui tapent à la porte en me disant, voilà, moi j'ai un projet, est-ce que vous avez des conseils à nous donner ?
Et ouais, j'ai beaucoup de conseils. Le premier, c'est on s'entoure des bonnes personnes. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est fondamental. On n'y va pas tout seul parce qu'il y a des risques financiers. Et à partir du moment où il y a des risques financiers, on essaye de couvrir un maximum. Encore une fois, je pars du principe qu'on ne sait pas tout faire. Il faut pas penser qu'on peut faire tout seul un business plan ou alors voir des gens qui le font gratuitement, par exemple. Faut prendre conscience que le moindre business plan, c'est entre 1000 et 2000 euros. Et ce sont des sommes qui sont, finalement, si on n'est pas prêt à payer 1000 ou 2000 euros pour faire un business plan, faut pas ouvrir une affaire, en fait, parce que les dépenses sont tellement considérables que 1000 ou 2000 euros, limite, c'est à la hauteur d'un individu lambda, c'est 10 euros, 20 euros, quoi. Hein. Tu vois, pour comparer un peu, c'est un peu ça. Et c'est la base de ton projet. L'autre conseil, c'est ne commencer jamais par faire un business plan. Le business plan, il se fait après avoir trouvé un local. Ah oui. Ben oui. D'accord. Ben oui. En fait, c'est ça qui est très difficile à comprendre, c'est qu'on commence pas par un business plan, on commence pas par chiffrer, parce que dans le business plan, on a besoin de savoir quel est le coût du loyer. Donc on ne peut pas savoir, tu vois, et il y a des emplacements qui, par exemple, valent plus le coût que d'autres. Donc oui, par exemple, on peut se dire, tiens, 3000 euros, c'est cher comme loyer. Mais oui, mais ça dépend dans quelle rue, en fait, ça se trouve, tu vois. Et pareil, si tu prends une société de conseil en CHR ou si tu prends un très bon expert comptable, il est capable, ces personnes-là sont capables de te dire si c'est cohérent ou non, tu vois. Et surtout quand tu viens pas de la restauration. Et tu fais pas n'importe quel projet dans n'importe quel lieu ? Tu fais pas n'importe quel projet dans n'importe quel lieu. On est complètement d'accord. On est complètement d'accord. D'où l'intérêt de faire le business plan après le lieu. Enfin, après exactement, le lieu. Exactement. On va faire une petite pause. D'accord. On va passer à l'aller-retour. Donc c'est un questionnaire facile. Il faut que tu répondes du tac au tac. Ça marche. Ton âge ? Attends, 37, pardon, excuse-moi. Oui, tu vois, le tac au tac, hein, c'est... Ton signe astrologique. Cancer. Ton plat signature. Mon plat signature pour mes gamins, alors, parce que moi, je suis pas chef. Potimarron rôti au cumin. Et ici ? Et ici, le plat signature, ça va être à Kitchen, ça va être les petits sarmats, donc les feuilles de chou roulées. Ce sera ça. Ton plat préféré ? Français ou roumain ? Roumain. Roumain, c'est exactement ça. C'est les petites feuilles de chou roulées avec de la viande hachée à l'intérieur. C'est très, très bon. Le restaurateur ou chef que tu admires le plus ? Je dirais Monsieur Ducasse, mais il y a une raison à ça. Est-ce que je te la donne ? Oui, allez. Bon. Alors, c'est un monsieur qui a eu un gros problème de santé à un moment donné dans sa vie et il a été obligé de rester au lit pendant un bon bout de temps. Et c'est ça qui lui a fait comprendre qu'il fallait déléguer, qu'il fallait pas essayer de tout faire tout seul. Et ça m'a... C'est en lisant son histoire, je me suis dit, mais oui, en fait, je m'y retrouve complètement. Un autre conseil ? Un autre conseil. Ton ingrédient préféré ? L'aneth. Ton ingrédient détesté ? J'aime tout, moi. J'aime tout. Ouais, mais vraiment, j'aime tout. J'ai rien qui me rebute. Je peux tout manger, même des insectes, des trucs. Pourquoi pas ? Non, mais tu vois, pourquoi pas ? La découverte. Ton dernier meilleur repas ? C'était ici avec les chefs quand ils sont arrivés de Roumanie et qu'ils ont fait un gros repas pour le personnel. Ils ont envoyé du lourd quand même. Donc c'était très très bon et on a passé un très bon moment. Le resto que tu aurais aimé ouvrir ? C'est prétentieux si je dis Hybrid Kitchen. Ouais, c'est un peu prétentieux, mais ouais, franchement, ouais. J'ai tout donné et j'en suis fière, en fait. Le meilleur compliment qu'on t'ait fait ? De donner l'envie aux gens d'avoir envie. Ça, c'était un très beau compliment. Un client ? C'était une femme, c'est une femme à qui il est arrivé beaucoup d'histoires dans sa vie et elle m'a dit, vous m'avez redonné envie d'y croire, quoi. Et ça m'a, même en disant, on le voit pas, mais ça m'a, j'ai les goosebumps, quoi. Tu vois, j'ai les larmes aux yeux. Ça m'a collé les larmes aux yeux, en fait. Donc, bon, et la pire critique, moins drôle, mais d'être injuste. Ah. Ça, on me l'a dit une fois quand j'étais prof à la fac et ça m'a fait beaucoup de mal. L'aller-retour est terminé. On retourne sur nos questions. À quel moment tu as imaginé le deuxième établissement qui est arrivé assez vite, parce que un an et demi après. Un an et demi, ouais, c'est ça. 6 mois après l'ouverture.
Ça a été rapide alors. Super rapide. Ouais. En fait, je me suis dit que 6 mois après l'ouverture, je me suis dit en fait on manque de place et j'ai plein d'idées en tête et si c'était à refaire, j'aurais en fait fait beaucoup plus grand, mais j'avais pas les épaules pour, tu vois. Donc ici, c'est plus grand. Tu vas plus loin dans ton histoire aussi, dans la culture. Dans ta culture. Tu dévoiles plus la cuisine des Balkans. Est-ce que tu avais gardé un lien avec cette cuisine ? Eh ben, j'en ai gardé beaucoup même. Hein. Ouais, j'en ai gardé beaucoup. En fait, c'est vrai que chez nous, c'est très important en fait quand tu vois les femmes cuisiner. On voit tout le temps des femmes cuisiner. Alors c'est ma maman ou à l'époque c'était ma grand-mère. Donc effectivement, enfin c'est quelque part en fait le petit. Je sais pas comment dire ça, mais en fait c'est le lien que j'ai gardé avec mon pays en fait. Tu vois, c'est le seul lien culturel que j'ai avec mon pays aujourd'hui, c'est les boissons et la nourriture, parce que mes parents, quand on est arrivé en France, m'ont interdit de parler roumain pour pouvoir m'intégrer rapidement dans la société française. On va pas faire la causette, mais bon, tu vois, ils y tenaient beaucoup que je m'intègre et que je perde finalement, tu vois, toute cette culture orientale pour n'avoir que la culture occidentale. Donc les seuls liens finalement, et je pense que c'est aussi pour ça que je suis très attirée par tous ces métiers, le seul lien que j'ai avec, on va dire, avec l'Orient, c'est la nourriture et les boissons au final. Et c'était le bon moment aussi, tu m'as dit, tu trouvais que les gens étaient prêts à s'intéresser aussi à cette cuisine. Je pense que ça y est, Paris est en train de rattraper le retard. Comme par exemple, tu as des villes comme Londres ou New York où les Balkans sont déjà super présentes, tu vois. Où il n'y a pas tout ce travail de découverte à mettre en place, tu vois. C'est beaucoup plus exploré finalement qu'ici. Et je me suis dit ouais, en fait je pense que c'est avec beaucoup d'humilité, hein, je me suis dit je crois que les gens sont prêts à nous accueillir en fait. Et puis mais encore une fois, c'est un pari, hein, on peut pas être sûr, mais je me suis dit ouais, je pense qu'il y a un truc à jouer maintenant. Maintenant, en plus que les gens ont bien accueilli toute la nourriture israélienne, orientale. Allez, quoi, c'est le moment. Remonter. C'est ça, ils sont prêts à remonter un petit peu, de s'éloigner un peu de la Méditerranée et puis revenir un peu dans les terres. Et donc, je me suis dit, allez, on y va et on verra bien. Ils ont commencé aussi à découvrir avec cette culture aussi, avec ce que tu proposes au Ibrick Café. Oui, bien sûr. C'est un premier pied aussi dedans. C'est ça, c'est un pied un peu plus modeste, avec un peu moins de risques aussi financiers, parce que bien sûr, hein, c'est des gros investissements comme d'habitude. Et c'est vrai qu'Ibrick Café, oui, bien sûr, hein, c'est ce qui m'a conforté dans l'idée qu'il fallait pousser le concept plus loin et ne pas avoir peur. Si, j'ai encore peur, bien sûr, mais ça toujours, mais c'est ça qui m'a conforté et qui m'a fait dire aussi que les gens avaient envie d'aller plus loin avec nous, parce qu'au final c'est pour les autres qu'on le fait. Encore une fois, si on le fait pour nous ou si on le fait pour gagner de l'argent, franchement, faut pas le faire. Donc le midi, tu proposes une cuisine. Quand je dis tu, vous, voilà, l'équipe propose. Oui. Même si c'est pas toi qui fais la cuisine, c'est toi qui as imaginé avec les chefs. Donc 2 chefs que tu as fait venir de Roumanie. C'est ça, ouais. Donc cuisine de convivialité, le midi avec des plats très réconfortants. Comment on dit, le schnitzel? Ouais, le schnitzel, ouais, c'est ça. Donc il y a une escalope panée, c'est ça. la goulash végétarienne. Ouais, le goulash végétarien. On lui a enlevé la viande. Ouais, des plats comme ça. Et le soir, plus des mezzés à partager. Alors, en fait, le concept, déjà pour présenter rapidement les 2 chefs, Bogdan, c'est un chef super influent à Bucarest. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui est passionné par la recherche fondamentale en matière de gastronomie. Ça c'est vachement important. Et puis Ovidiu, c'est le technicien, tu vois, c'est un mec qui sort de chez Simonin, de Pic. Donc il a la technique, et Bogdan c'est le créatif et le chercheur, tu vois. Donc ils forment un duo extraordinaire tous les deux. Ça c'est la première chose. Ensuite,
ce que j'ai beaucoup aimé avec eux, c'est qu'ils ont compris la philosophie du petit Ibrick et qu'ils ont compris qu'on n'allait pas faire un semi-gastro ici parce que c'est tout sauf ce que je voulais en fait. Je veux vraiment que tout le monde puisse venir nous voir. Et donc, ça donne l'occasion des gens peut-être qui ont un peu moins de budget à accorder à la restauration, tu vois, enfin au restaurant, de venir à midi, donc avec des prix un peu plus tenus, tu vois, et qui peuvent aussi découvrir ce qu'on fait à travers les bons petits plats de grand-mère. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec mes chefs, c'est qu'ils n'ont pas été réfractaires, tu sais, comme d'autres chefs pourraient l'être en disant mais non, mais c'est trop facile, c'est pas à mon niveau ça, tu vois. Eux, ils ont toujours... tout de suite jouer le jeu en se disant ouais, il y a quand même le petit Ibrick et il faut aller dans le prolongement du petit Ibrick parce qu'à midi c'est ça. Je voulais dire aux gens ouais, on reste cantine quoi. On va pas faire du haut de gamme, on est à la portée de tout le monde et on a envie de s'amuser ensemble en fait parce que c'est ça le but du jeu. Et après, bien sûr, ce sont des vrais chefs donc ils m'ont dit ouais mais Cathy, nous quand même le soir on a envie de s'exprimer et c'est là où est venue l'idée de faire de la une cuisine néo-nostalgique le soir, avec des plats des pays de l'Est. Alors, je ne vais pas dire que c'est la Roumanie. Il ne faut pas dire que c'est la Roumanie parce qu'on a été envahi par les Ottomans pendant 500 ans et par les Austro-Hongrois après. Donc, il n'y a pas de nourriture de Roumanie. C'est pas vrai. À part le pastrami, hein, je le dis. Il faut le dire, d'accord ? Les Roumains ont inventé le pastrami. Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que... il y a beaucoup d'influences. Il y a beaucoup d'influences. Les sarmas, c'est turc. Le goulash, c'est, on peut dire par exemple yougoslave. Le schnitzel, c'est autrichien. Tu vois, donc on retrouve tout ça dans la cuisine roumaine. Et ouais, parce que c'est le carrefour, tu vois. Et c'était aussi, c'est l'un des pays qui a l'accès à la mer, donc forcément c'est un endroit géostratégique. Et donc on a eu un mélange de cultures qui a été super intéressant finalement pour la gastronomie roumaine quoi, hein, tu vois, parce qu'on a l'héritage culturel de tous ces pays et qui se retrouve dans l'assiette. Absolument. Et donc c'est vrai que le soir les chefs sont beaucoup plus plaisir dans le sens où il y a une énorme créativité et c'est pour ça qu'on a deux ambiances qui sont égales entre elles, mais à midi, c'est vraiment la cantoche, voilà. Et le soir, c'est, on va dire, néo-rustique, revisité, avec de la truffe noire de Roumanie, des pastrami qu'on fait nous-mêmes, tu vois, voilà, avec qui est fumé au bois de la forêt dont vient l'un des chefs. Donc, il y a le côté néo-nostalgique qui est très, très poussé. Mais en même temps raffiné. Et j'espère que vous trouverez tout ça très raffiné, mais moi je trouve ça très raffiné. Ils ont un côté féminin, tu vois, disons-le. Alors qu'est-ce que représente la restauration pour toi et qu'est-ce qui guide ton envie de travailler ? Ouais, l'envie de travailler, ce qui me donne en fait l'énergie de travailler, c'est, tu sais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, quelque part, c'est un petit remède médicament pour moi parce que je retrouve mes origines et je les fais partager. Deuxième autre médicament, c'est les gens et le bonheur en fait que tu donnes aux gens. Tu sais, je faisais un métier dans lequel tu voyais jamais si les gens étaient contents ou pas de ce que tu faisais. Là, c'est immédiat. Hein. C'est quelqu'un qui est content, tu vas le voir tout de suite. Il va avoir les yeux qui s'illuminent, il va prendre du plaisir. Quelqu'un qui est pas content, c'est pareil. Tu vas le voir s'éteindre petit à petit. Heureusement, ça nous arrive pas très souvent. Mais le plaisir est immédiat et c'est le plaisir de faire plaisir. Quel genre de restauratrice es-tu ? L'autre jour, on en discutait rapidement. Tu me disais que tu n'avais pas beaucoup de turnover dans tes équipes et qu'il y avait a priori une bonne ambiance. Ouais, c'est super important. Moi, je suis quelqu'un de très positif et je m'entoure de gens positifs. Je pense que quand tu es positif, tu attires le positif, tu vois. Et effectivement, j'ai pas beaucoup de turnover. Pourquoi ? Parce que tous les matins, ça nous fait plaisir d'aller au travail, ça nous fait plaisir de blaguer tous ensemble. Voilà, donc je pense que je suis une restauratrice humaine en fait. Je suis quelqu'un de très humain, même si, bien sûr, il faut toujours garder des limites, mais je suis fondamentalement humain. Je sais entendre. Tu disais restauratrice, c'est comme ça que tu te présentes ? Bonjour, Cathy la restauratrice.
Ou entrepreneur Ouais, c'est une bonne question en fait. C'est, je suis en train de réfléchir. Ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, j'ai des affaires. J'ai des affaires. C'est un peu mystérieux. C'est ça, ouais. Mais tu sais, c'est compliqué déjà. Tu dis à quelqu'un, oui, je tiens un coffee shop. Ah ouais, tu vends de la drogue. Mais c'est pas bien. Mais non, c'est pas ça. Tu sais, c'est les préjugés, quoi. Donc après, t'as tout le travail d'explication. Mais c'est vrai que, j'ai des affaires. C'est vrai. J'ai des affaires. Est-ce que c'est dur d'être une femme dans ce milieu? Ouais, c'est dur. Je vais pas y aller par quatre chemins, c'est dur. C'est dur avec les fournisseurs parce qu'ils te prennent pas au sérieux. Je sais pas, t'as une bricole au resto, tu dois faire appel à quelqu'un qui vient réparer un four, ils te prennent pas au sérieux, t'es tout le temps en train de batailler. Mais c'est ça, mais même au téléphone, tu sais, quand on t'appelle pour démarcher, oui, bonjour, je voudrais parler au gérant, mais il y a pas de gérant en fait. C'est une gérante. C'est une gérante, tu vois, donc c'est vrai que tu dois quand même t'imposer un peu plus peut-être qu'un homme. Après, ça me pose pas de problème. C'est pas grave. Faut le savoir. Et puis faut le gérer. Et puis c'est pas grave. Et limite, tu prends ça justement du côté positif en disant tiens, je vais faire un petit pied de nez là. Je vais lui dire il y a pas de gérant. Et puis limite ça m'arrange parce qu'au moins comme ça il peut pas me vendre ses histoires parce que je dis le gérant est pas là. Tu vois. Voilà. Faut savoir s'en servir. Faut savoir s'en servir. Donc parfois ça a du bon. C'est quoi la recette du succès? En tout cas, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est qu'il faut le faire avec beaucoup d'honnêteté. Si tu fais pas les choses avec de l'honnêteté, ça va devenir très compliqué parce que ça va se voir. Donc il faut avoir une vraie storytelling et il faut avoir envie de raconter une histoire aux gens en fait. Il faut avoir envie de les prendre quelque part. Ouais, c'est comme un film, c'est quand tu vas au cinéma. T'as des bons films et t'as des mauvais films. Et les bons films, c'est ceux en général où il y a une vraie envie de partager quelque chose et c'est ça, à mon avis, la première clé. Alors, c'est la fin et on commence à avoir une petite fin. Une petite fin. Est-ce que tu as une recette? Quelle recette tu fais à la maison pour tes enfants? Ce que je préfère le plus en ce moment, alors comme on est dans les produits de saison, c'est ce que je disais tout à l'heure, le potimarron avec du cumin. On met le four à fond, on n'oublie pas de bien huiler, de mettre plein de sel, plein de cumin et on enfourne. Tu coupes ton potimarron? C'est ça, je le coupe, pas en petits morceaux, plutôt grossièrement. J'enlève pas la peau parce que c'est super bon avec la peau quand c'est cuit. Ensuite, de l'huile d'olive. J'ai une super huile d'olive et je sais pas si j'ai le droit de donner le nom de tu peux. Profil grec. Allez-y, foncez. Profil grec, c'est la meilleure huile d'olive de Paris. Mais vraiment, c'est des potes, mais vraiment, elle est super bonne. Du gros sel, enfin de la fleur de sel, du cumin. Et ensuite, on pousse le four à fond pour les 5 premières 250 minutes. Ouais, il faut pas avoir peur pour cramer les légumes. Et ensuite, on le baisse et on fait une cuisson douce à 180 degrés. D'accord. Et c'est, voilà. Combien de temps? Une trentaine de minutes? Même moins. Même moins, 20, 25 minutes. Ouais. Et puis, il y a peut-être aussi quelque chose que je voudrais rajouter, c'est par rapport à justement toute l'alimentation, c'est... je pars du principe que si tu donnes pas à manger une certaine chose à tes enfants, ne le donne pas aux autres. En fait. Tu vois, ouais. Et ça, c'est vraiment mon leitmotiv, tu vois. Et c'est, je pense, important. Il fallait que je le case à un moment donné quelque part, tu vois, parce que c'est super important. C'est pas mal, le mot de la fin. Le mot de la fin. Merci Cathy. Je t'en prie, ça m'a fait très plaisir. Pour goûter ce qu'elle a dans la poêle, rendez-vous chez Ibrick Café, rue Lafitte, dans le 9e arrondissement parisien, ou dans sa version restaurant Ibrick Kitchen, rue de Mulhouse, dans le 2e. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Apoil sur iTunes et sur n'importe quelle application podcast de votre smartphone, sur le site apoil-lepodcast.com et nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous vous êtes régalé, n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles, comme un certain guide gastronomique.